Podcast. Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Iskay. Aujourd'hui, ô Dieu Mercure. C'était, je m'en souviens, le 2 décembre 1907. J'étais venue passer une quinzaine chez ma cousine à la campagne. Le dîner était terminé et nous bavardions au salon, quand le valet de chambre va me dire que le prince Rénine me demandait au téléphone. J'allai dans le boudoir et, à l'autre bout du fil, j'entendis la voix amie. « Bonsoir, Hortense. »« Bonsoir. Mais comme vaut de vous entendre à une heure aussi tardive. » »« Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit il y a 3 mois ?»« Non. Oh, depuis, nous nous sommes dit tellement de choses. » »« Vous m'avez fait ce jour-là, ma chère Hortense, une promesse que vous vous êtes engagée à tenir dès que j'aurai retrouvé la graffe de cornaline qui vous avait porté bonheur à votre mère et à vous-même, jusqu'à l'instant où elle vous a été volée. » »« Oui, je m'en souviens. » »« Le vol datait de 7 ou 8 ans. Et la condition que vous mettiez à ce bonheur dont je ne cesse de rêver ressemblait assez à un défi. Vous me l'imposiez, n'est-ce pas, parce que vous saviez qu'il me serait impossible d'y satisfaire. Voyons, quelle vilaine pensée. Et vous aviez raison, car à ce jour, j'ai échoué. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. En réalité, mes efforts ont donné des résultats qui, pour le succès final, exigent maintenant votre collaboration. Ma collaboration ? Oui. Nous avons pris vis-à-vis de nous-mêmes, Hortense, un engagement auquel nous devons faire honneur le 5 décembre, avant que sonne 8 heures à l'horloge du château de Halingre. Cet engagement tient toujours ? Oui. Bon. Vous acceptez donc de suivre point par point les instructions que je voudrais vous donner ? Oui. Alors écoutez-moi bien. Tout d'abord, vous allez couper dans le jardin de la propriété où vous êtes actuellement 3 brins de jonc très minces que vous tresserez de manière à former une cravache rustique. Dans quel but ? Non mais vous le verrez le moment venu. Puis vous viendrez à Paris. Soyez-y le 5 au plus tard. Là, vous achèterez un collier de boules de jet taillé à facettes et vous le raccourcirez de manière qu'il n'ait plus que 75 boules. Sous votre manteau d'hiver, vous aurez une robe de laine bleue, comme chapeau une toque ornée d'une fleur bleue, au cou un boa de plumes de coq. Pas de gants et pas de bagues. Mais que signifient ces fantaisies ? Mais ce ne sont pas des fantaisies, mais des détails indispensables au succès final. Ah bien. Ensuite ? L'après-midi du 5, vous vous ferez conduire à l'église Saint-Étienne-du-Mont. À 4 heures exactement se tiendra devant le bénitier une vieille femme vêtue de noir qui vous offrira de l'eau bénite. Vous lui donnerez votre collier dont elle comptera les boules et qu'elle vous rendra pour vous emmener ensuite dans une petite rue de l'île Saint-Louis devant une maison où vous entrerez seul. J'en prends note. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un homme très brun à qui vous direz, après avoir enlevé votre manteau, « Je viens chercher mon agrafe de cornaline. » Tout cela est sérieux, Rénine, vraiment ? Oh, mais je vous respecte trop, Hortense, pour abuser de la confiance que vous m'avez toujours témoignée. Surtout, vous ne vous étonnerez pas du trouble et de l'effroi de l'homme dont je viens de vous parler. C'est un comédien né. S'il vous pose des questions, ne répondez pas ou dites seulement « Je viens chercher ce qui m'appartient. Il faut que je rentre en possession de mon agrafe de corsage. Il le faut. » Quelle sera sa réaction ? Oh, il vous jouera probablement une comédie du désespoir à laquelle je vous supplie de rester insensible. Seule votre volonté et votre fermeté vous permettront de réussir. Si je comprends bien, ce sera une sorte de match. Oui, et il vous faudra abattre l'adversaire au premier round. Impassible, vous l'emporterez. Hésitante, vous ne pourrez rien contre lui. La victoire immédiate ou la défaite. Et dans ce dernier cas, il vous faudra accepter de nouveau ma collaboration. Vous êtes inouï. Pensez que tout ce que je viens de vous dire représente les seules conditions de réussite. Vous viendrez à Paris, n'est-ce pas ? Peut-être. J'en suis sûr. En attendant la joie de vous revoir, chère Hortense, je vous baise les mains. Quand il eut raccroché, je décidai que je n'irais pas. Mais la veille du jour fixé,
J'allais, presque malgré moi, au jardin pour couper 3 brins de jonc dont je fis une grossière cravache, comme au temps de mon enfance. Et à midi, je me fis conduire à la gare. Une ardente curiosité me soulevait. J'étais attirée par tout ce que l'aventure offerte par Rénine promettait de sensations neuves. Mais comment résister à ces appels du mystère et repousser cette occasion de montrer à mon ami ce dont j'étais capable? Bien sûr, il y avait cette 8e heure où, en cas de succès, je devrais me donner à lui. Oh, mais en fait, cette 8e heure n'était dangereuse pour moi qu'à 100 lieues de Paris, au fond du vieux château abandonné de Halingre. La seule horloge qui pût sonner l'heure du sacrifice était là-bas, bien enfermée, captive. Alors, arrivée à Paris, j'achetai un collier de jais. Et le 5 décembre, je me parai d'une robe bleue et d'une toque fleurie. Et à 4 heures, j'étais à Saint-Étienne-du-Mont. Une vieille dame m'attendait devant le bénitier. Dieu vous bénisse, ma chère petite. Voici le collier de jais. Le nombre des grains est bien 75. Comptez vous-même. Elle en avait compté 75, puis, satisfaite, m'avait emmenée dans l'île Saint-Louis. Elle s'arrêta enfin devant une maison ancienne à balcon de fer forgé. C'est ici. Entrez dans ce magasin. C'est antiquaire? Oui, au dieu Mercure. Regardez. Elle me montrait, sur une avancée du premier étage, une petite niche qui abritait un mercure en terre cuite, posé sur une jambe. Mais un peu trop penché en avant et entraîné par sa course, il aurait dû logiquement perdre l'équilibre et piquer une tête dans la rue. Adieu, ma chère enfant, et courage, car je doute fort que M. Pancardy vous attende. Ah, Adieu. je rassemblai tout mon courage et j'entrai. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne? Au fond, j'aperçus une arrière-boutique et une autre plus loin encore, toutes deux encombrées de meubles de valeur. Je suivis un passage étroit qui serpentait entre 2 parois d'armoires et de commodes. Je montai 2 marches et me trouvai dans la dernière pièce. Un homme chauve, à peau très brune, à barbiche grisonnante, était assis devant un secrétaire en train d'écrire. Il tourna vers moi 2 petits yeux fuyants. Vous désirez, madame? Je cherche une agrafe de corsage. Si vous voulez venir par ici, voici la vitrine. Non, il n'y a pas ce que je veux. Que souhaiteriez-vous exactement? Une agrafe qui a disparu autrefois de ma boîte à bijoux et que je viens chercher ici. Ici? Je ne pense pas que vous ayez aucune chance. Comment est-elle? En cornaline, sertie dans du filigrane d'or, et de l'époque de 1830. Je ne comprends pas. Pourquoi me demandez-vous ça? J'ôtai ma voilette et mon manteau. Il recula épouvanté. La robe bleue, la toque, le collier de jais et la cravache. Ah, mon Dieu, mon Dieu! Je me trouve mal. Il tomba sur une chaise, semblant privé de connaissance. Mais je demeurai impassible. Quelle que soit la comédie qu'il puisse jouer, avait dit Rénine, ne bougez pas. 2 minutes plus tard, Pancardy sortait de sa torpeur. Mais madame...
Pourquoi vous êtes-vous adressé à moi? Parce que cet agrafe est en votre possession. Qui vous l'a dit? Comment le savez-vous? Je le sais parce que cela est. Je suis venu avec la certitude de trouver mon agrafe ici, et avec la volonté implacable de l'emporter. Mais vous me connaissez, vous savez mon nom. Je l'ignorais avant de le voir écrit sur la porte de votre magasin. Pour moi, vous êtes simplement celui qui me rendra ce qui m'appartient. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, arrêtez-vous et regardez-moi. Où se trouve cet objet? Il faut me le rendre. Vous l'exigez? Où est ce bijou? Parlez! Parler? Non, écrire. Je vais écrire mon secret. Et tout sera fini pour moi. Il retourna à son bureau et traça fiévreusement quelques lignes sur une feuille qu'il cacheta. Tenez, voici mon secret. C'était toute ma vie. Maintenant, autant mourir. Oh, mais laissez ce revolver! Mais voulez-vous lâcher ce revolver? Oh, je voulais mourir. Rénine avait raison. C'était un bon comédien. Et loin de me livrer son secret, il avait gardé le papier. Pourtant, cette tentative de suicide, même feinte, m'avait bouleversée. Je m'assis épuisée, mes nerfs lâchaient. Et comme Rénine l'avait craint, ce fut Pancardie qui reprit l'avantage. Maintenant, chère madame, permettez que je ferme la porte à clé. Pour la petite conversation que nous allons avoir, il serait fâcheux d'être dérangé par un client. Ouf, j'ai bien cru que j'y étais. Rien de plus et vous gagnez la partie. Je suis si naïf. Il m'a semblé vous voir arriver du fond du passé, telle une justicière, pour me réclamer des comptes, et bêtement, j'allais me soumettre. Allons, parlez. Il est temps. Qui a machiné toute cette histoire? Mais Certainement pas vous. Qui? Oh, mais je n'ai rien à vous répondre. Savez-vous que dans ma vie, madame, j'ai toujours été honnête, scrupuleusement honnête, sauf une fois, pour cette agrafe. Je croyais l'affaire finie, enterrée, et voici qu'elle remonte à la surface. Comment? Je veux le savoir. Qui vous a poussé? Un rival que ma chance exaspère et qui voudrait profiter à son tour de l'agrafe porte-bonheur. Répondez-moi. Ah, je vous en prie. Mais parlez donc, sinon, je vous jure Dieu... Il suffit. Qu'est-ce qui a dit cela? Qui est là? Moi, Qui êtes-vous? D'où venez-vous? de là-haut. De là-haut. Oui, de l'entresol. Je suis locataire de l'appartement qui est juste au-dessus de votre magasin. Comment êtes-vous entré ici? Par l'escalier. Quel escalier? L'escalier de fer qui est au fond de votre boutique. Votre prédécesseur était locataire de mon appartement et il en descendait par cet escalier intérieur. Vous aviez fait condamner la porte, je l'ai ouverte. De quel droit? Violation de domicile. Ah, effraction légitime quand il s'agit de secourir quelqu'un. Encore une fois, qui êtes-vous? Le prince Rénine, un ami de madame. Ah, je comprends. C'est vous l'instigateur du complot. C'est vous qui l'avez envoyé. Oui. Et quelles sont vos intentions? Un simple petit entretien après lequel vous remettrez à madame ce qu'elle est venue chercher. Quoi donc? L'agrafe de corsage. Jamais. Mais ne dites pas non, c'est couru d'avance. Il n'y a aucune force au monde qui puisse m'y contraindre. Voulez-vous que nous convoquions votre femme? Madame Pancardie se rendra peut-être mieux compte de la situation. Soit. Je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton électrique. Voilà qui est fait. Elle sera ici dans 2 minutes. Parfait. Vous constatez, ma chère amie, que M. Pancardie n'a plus rien de l'être violent qui allait vous terroriser. Il lui suffit d'être en face d'un homme pour retrouver courtoisie et obligeance. Un vrai mouton. Ce qui ne veut pas dire que les choses vont aller toutes seules. Rien de plus entêté qu'un mouton. Qui me demande? Madame, monsieur. Lucienne. Mademoiselle Hortense. Madame Pancardie, votre mari et moi avons besoin de vous pour terminer une petite affaire où vous avez joué un rôle important.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Eh bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il y a 9 ans, quand vous étiez la femme de chambre de mademoiselle Hortense, vous avez fait la connaissance de Pancardie, qui est devenu bientôt votre amant. Vous étiez corses tous les deux, c'est-à-dire un pays où la question de chance et de malchance, où la jettatura influe profondément sur la vie de chacun. Or, vous saviez que la graffe de corsage de votre maîtresse avait toujours porté chance à celle qui la possédait. Alors, dans un moment de défaillance, poussé par le sieur Pancardie, vous avez volé ce bijou. Ce n'est pas vrai. 6 mois plus tard, vous quittiez votre place et vous épousiez Pancardie, qui, grâce au talisman, ou tout au moins aux vertus qu'il lui attribuait, est devenu un riche antiquaire. Aujourd'hui, propriétaire du magasin Au Dieu Mercure, vous croyez encore devoir le succès à cette agrafe de corsage. C'est pourquoi ce fétiche bienfaisant est ici soigneusement caché. Voici 2 mois que je me livre à de minutieuses investigations. Ce qui m'est facile, puisque, ayant retrouvé votre piste, j'ai loué l'entresol et que j'utilise l'escalier intérieur. Mais voici, je l'avoue, 2 mois perdus, puisque je n'ai pas encore retrouvé l'agrafe. Et Dieu sait si j'ai bouleversé votre magasin. Pas un meuble que je n'ai visité, pas une lame de parquet que je n'ai soulevée. Je n'ai trouvé qu'une seule chose, et fort intéressante, ma foi. Quoi donc? Eh bien, dans un casier secret de votre bureau, Pancardie, j'ai déniché un petit cahier auquel vous avez confié vos remords et vos inquiétudes. Vous êtes un exalté et un superstitieux. Visiblement, votre peur du châtiment, votre crainte de la colère divine hante vos nuits. Et dans la rédaction de vos aveux, j'ai relevé ces mots qui m'ont suggéré mon plan d'attaque. Qu'elle vienne à moi, celle que j'ai dépossédée, qu'elle vienne à moi, telle que je l'ai vue dans son jardin, tandis que Lucienne prenait le bijou, en robe bleue, coiffée d'une toque fleurie, avec le collier de jais et la cravate aux 3 baguettes de jonc tressées qu'elle portait ce jour-là. Qu'elle m'apparaisse ainsi et me dise « Je viens vous réclamer ce qui m'appartient ». Alors je comprendrai que c'est Dieu qui l'inspire et j'obéirai. Pourquoi as-tu écrit cela, espèce de fou? Un peu plus de sang-froid et Madame Hortense Daniel gagnait la partie. Malheureusement, Pancardie, votre tentative simulée de suicide l'a désorienté et vous avez compris qu'il n'y avait pas là un ordre de la Providence, mais simplement une offensive de votre ancienne victime. Seulement voilà, je suis ici. Et je vous dis, rendez cette agrafe. Non. Peut-être vous, madame, serez-vous plus raisonnable que votre mari. Mais je ne sais pas où il l'a caché. Bien. Vous avez un fils de 7 ans, n'est-ce pas? Oui. Comme chaque jeudi à cette heure-ci, il revient seul de chez sa tante. Oui. 2 de mes amis sont postés sur son chemin et vont l'enlever. À moins que vous ne me disiez immédiatement où se trouve l'agrafe. Jacques, mon petit! Je vous jure, monsieur, je ne sais rien. Mon mari ne m'a jamais rien voulu me dire. 2e point, dès ce soir, une plainte va être déposée au parquet. Comme preuve, les aveux du cahier. Voilà donc ce que vous risquez. La prison et la disparition de votre fils. Je t'en supplie, parle! Je ne peux pas! Alors, Pancardie, je vous fais une offre supplémentaire. Contre la restitution immédiate, 20 000 francs. Non. Le double. Non. Le triple. Non. 100 000. Mais parle donc! Et où l'as-tu caché? 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, je m'en moque. Des millions? À quoi ça sert, des millions? On les perd, ça disparaît, ça s'envole. Il n'y a qu'une chose qui compte, le sort, qui est pour ou contre vous. Et le sort est pour moi depuis 9 ans. Jamais il ne m'a trahi. Mais notre fils... La prison! Des bêtises! Rien de mauvais ne m'arrivera tant que j'obligerai le sort à travailler pour moi. Ce bijou est mon serviteur. Il y a des pierres miraculeuses qui contiennent le bonheur, comme d'autres contiennent du feu, du soufre ou de l'or. 2 millions, mais je n'en voudrais pas, cher monsieur. Le petit morceau de pierre que je possède vaut beaucoup plus que cela. Et la preuve, c'est tout le mal que vous vous donnez pour me l'enlever. Il se trouve bien ici, et il y restera. La chance de Pancardie, mais elle est connue de tout le quartier et de tous les antiquaires. Je le crie sur les toits, j'ai la chance. J'ai même eu le toupet de prendre comme patron le dieu de la chance, Mercure. Lui aussi me protège. Tenez, j'en ai mis partout dans ma boutique des Mercures. Regardez, là-haut, sur cette planche, toute une série de statuettes semblables à celles de mon enseigne. Des épreuves signées d'un grand sculpteur qui s'est ruiné et qui me les a vendues. En voulez-vous une, cher monsieur? Ça vous portera bonheur aussi. Tenez, la voici, emportez-la. Volontiers, je vous remercie. Il accepte. Bravo.
Madame Pancardi, souriez. Votre fils va revenir. Il n'y aura pas de prison. Au revoir, mademoiselle Hortense. Au revoir, monsieur. Quand vous voudrez me dire un petit bonjour, frappez donc 3 coups au plafond. Emportez votre cadeau. Et que Mercure vous favorise. Ce qui était le plus étrange dans cette aventure, c'est que Rénine ne protestait pas. Il se laissait conduire jusqu'au haut de l'escalier de fer comme un enfant que l'on punit et que l'on met à la porte. Je me trouvais bientôt seule avec lui dans son appartement. Il me fit entrer dans le salon voisin de la salle à manger, qui donnait tous deux sur la rue. Vous semblez étonnée, Hortense, de la tournure des événements. Beaucoup de choses m'étonnent, Rénine. D'abord cet enfant que vous vouliez ravir à sa mère. Vos complices. Mais je n'ai jamais eu de complice, et ce vol d'enfants n'était qu'une menace pour leur arracher leur secret. Et la plainte au parquet? Autre menace gratuite. Vous avez donc abandonné la lutte? Oh non, non, je n'abandonne jamais. J'essaie toujours jusqu'à la dernière Mais seconde. enfin, me direz-vous? Je vous dirai, Hortense, et avant toute chose, que je suis heureux de vous voir ici chez moi. J'ai pensé qu'en tout état de cause, les événements me permettraient de vous recevoir en cette fin de journée et que nous pourrions dîner ensemble. Mais je ne sais Non, si... ne me refusez pas cette faveur, je vous en conjure. Elle sera la dernière de notre dernière aventure. Un peu déconcertée, j'acceptais cependant. Oh, pourquoi d'ailleurs aurais-je refusé? Et que pouvais-je craindre puisque les conditions du pacte n'étaient pas remplies? Rénine se retira pour donner des ordres, puis 2 minutes plus tard, il revint me chercher pour me conduire à la salle à manger. Asseyez-vous. Oh, quelle jolie table! Et quelle bonne idée d'avoir mis au milieu ce petit dieu Mercure! N'est-ce pas? Je pensais qu'il ne serait pas mauvais que le dieu de la chance préside à notre repas. Champagne? Oh, volontiers. Depuis quelque temps, ma chère Hortense, j'avais l'impression que vous évitiez de me voir. Oh, quelle idée, mais pourquoi? Mais vous seul pourriez le dire. Je vous ai vu partir pour la campagne, faire des séjours chez l'un, chez l'autre. On aurait dit que Paris vous faisait peur. Et pour répondre à mes très longues lettres, de pauvres petites cartes postales me parvenaient pour m'informer seulement du temps que vous aviez. Non, mais ne riez pas, vous m'avez fait de la peine. Et comme je ne suis pas résigné, pour vous faire venir, j'ai dû employer les grands moyens. Quoi? Oui. Je n'ai pu vous attirer dans la capitale que par l'appât des plus fabuleuses entreprises. Qu'est-ce que vous dites? Avouez que mes instructions étaient joliment composées. Les 3 baguettes, la robe bleue, le boa. Comment résister à tout cela? Surtout que, par surcroît, j'ai ajouté de mon cru quelques énigmes, telles que les 75 boules du collier de jet, la vieille au bénitier. Oh. Bref, de quoi rendre irrésistible la tentation. Oh, le monstre! Non, mais ne m'en veuillez pas, je voulais vous voir et que ce fût aujourd'hui. Vous êtes venu, merci. Et maintenant? Pouvez-vous me dire ce qui vous a conduit jusqu'à cet antiquaire? Je voulais retrouver la graffe et bien entendu, vous, en m'imposant cette condition, vous étiez persuadé qu'il me serait impossible de la remplir. Et je n'avais pas raison. Erreur, cher ami, erreur. Oh, l'avez-vous retrouvé cet agrafe, oui ou non? Non, reprenons les choses depuis le commencement. Du moins au début, l'épreuve était facile puisqu'elle s'appuyait sur une donnée certaine, le caractère soi-disant bénéfique du talisman. Il suffisait donc de rechercher si, dans votre entourage, parents, amis, domestiques, il y avait quelqu'un sur qui le caractère surnaturel d'un bijou ait pu exercer une sorte de fascination. Or, sur la liste que je parvins à établir, je ne tardais pas à m'arrêter sur Lucienne, votre femme de chambre d'origine corse. Ce fut mon point de départ. Après, tout s'enchaînait. Oh, tout s'enchaînait, peut-être. Mais la chaîne est rompue, puisqu'en fin de compte, si vous connaissez le voleur, vous n'avez pas réussi à mettre la main sur l'objet volé. Oui, bien sûr, bien sûr. Que regardez-vous? Cette statuette du dieu Mercure. Quelle admirable chose, ne trouvez-vous pas qu'une ligne harmonieuse? Oui. Et voyez-vous, la couleur m'exalte moins que la ligne, que la proportion et la symétrie. Ainsi, cher ami, la couleur de vos yeux bleus, la couleur de vos cheveux fauves, je les adore. Mais ce qui m'émeut surtout, c'est l'ovale de votre visage, la courbe de votre nuque et de vos épaules. Voyez cette statuette. Pancardi a raison. C'est l'œuvre d'un grand artiste. Les jambes sont à la fois fines et solidement musclées. Toute la silhouette donne l'impression de l'élan et de leur rapidité. C'est excellent. Eh bien, à tout cela, cependant, je trouve une faute. Oh, très légère, et que vous n'avez peut-être pas remarqué. Si. Elle m'a frappée dès que j'ai vu l'enseigne d'or.
Vous voulez parler de cette espèce de déséquilibre. Oui. Mais le dieu est trop penché sur la jambe qu'il porte. On croirait qu'il va tomber en avant. La faute est vraiment imperceptible et il faut un œil exercé pour s'en apercevoir. Tous mes compliments. Alors, logiquement, le poids du corps devrait l'emporter et le petit dieu devrait piquer une tête dans la rue. Mais exactement. Et ayant dès le premier jour remarqué ce défaut, comment n'en ai-je pas dès lors tiré une conclusion? J'ai été choqué parce qu'on avait péché contre une loi esthétique, alors que j'aurais dû l'être parce qu'on avait manqué à une loi physique. Que voulez-vous dire? Et je m'étonne de n'avoir pas compris plus tôt pourquoi ce Mercure ne piquait pas une tête comme c'eût été son devoir. Et le motif? Le motif? Eh bien, j'imagine qu'en tripotant la statuette pour la faire servir à ses projets, Pancardi en aura faussé l'équilibre. Et cet équilibre s'est rétabli grâce à quelque chose qui retient le petit dieu en arrière et qui compense son attitude instable. Quelque chose? Mais oui! Cette statuette qui sert d'enseigne aurait pu être scellée dans sa niche, mais elle ne l'était pas. Et je le savais, ayant remarqué qu'en haut de son échelle, Pancardi la soulevait et la nettoyait tous les 2 ou 3 jours. Restait donc une seule hypothèse. Un contrepoids? Oui. Supposeriez-vous que ce serait dans le piédestal? Mais pourquoi pas? Mais dans ce cas, comment Pancardi vous aurait-il fait cadeau de cette statuette? Ah, mais il ne m'a pas donné celle-ci. Ah non, celle-ci qui est au milieu de la table, c'est moi qui l'ai prise. Prise? Mais où ça et quand? Mais tout à l'heure, quand je vous ai laissé seul dans le salon, j'ai enjambé cette fenêtre qui est située juste à côté de la niche du petit dieu et j'ai fait l'échange. L'échange? Mais oui, j'ai pris la statuette qui était dehors et qui avait de l'intérêt pour nous et j'ai mis à la place celle que m'avait donnée Pancardi. Mais celle que vous avez mise dans la niche n'est pas penchée en avant. Non, pas plus que celles qui sont sur la planche de son magasin. Mais Pancardi n'est pas un artiste. Un défaut d'aplomb ne le frappe pas. Et vous pouvez être sûr qu'il n'y verra que du feu. Il continuera à se croire favorisé par la chance, ce qui revient à dire que la chance continuera à le favoriser. Et en attendant, ma chère Hortense, voici au milieu de cette table la statuette qui, jusqu'à tout à l'heure, servait d'enseigne. Voulez-vous me faire l'amitié de la prendre entre vos blanches mains? Voilà. Fort bien. Maintenant, veuillez regarder sous le piédestal. Non, tout à fait en arrière. Oh, on dirait un bloc de plomb. À moins que la délicatesse de vos ongles ne vous en empêche, essayez de tirer à vous ce petit bloc inséré dans la masse du piédestal. Très bien. Voilà. Encore un petit effort. Ça y est. Voilà. Et que voyez-vous au fond de la cavité ainsi mise à jour? Oh, Rénine, mon agrafe. Eh oui, l'agrafe de Cornaline. Oh, mon ami. Mais comment avez-vous pu... En fait, c'est Pancardi lui-même qui a eu la bonté de me renseigner. Sans s'en rendre bien compte, bien entendu. J'avais tout lieu d'espérer, du reste, qu'en l'exaspérant, je finirais par recueillir dans ses phrases la petite indication qui me manquait. C'est exactement comme si l'on mettait un briquet entre les mains de quelqu'un et qu'on lui commande de faire tourner la molette. C'est bien le diable qu'il ne fasse pas jaillir une étincelle, n'est-ce pas? Eh bien pour moi, l'étincelle, ce fut le rapprochement inconscient, mais inévitable, qu'il a fait entre la grafe de Cornaline, principe de chance, et Mercure, dieu de la chance. Et cela me suffisait. J'avais compris que cette association d'idées provenait de ce que, dans la réalité, il avait associé les deux chances en les incorporant l'une dans l'autre, c'est-à-dire en dissimulant le bijou dans le bloc même de la statuette. Et instantanément, je me rappelais le Mercure placé à l'extérieur et son défaut d'équilibre. Hortense, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez plus. Il avait raison. Je ne l'écoutais plus. Je songeais à la conduite prodigieuse de cet homme. Au cours des 3 derniers mois, je l'avais suivi dans plusieurs de ses aventures. Et je revoyais tout le bien qu'il avait fait, les existences sauvées, les douleurs apaisées, les crimes punis, l'ordre rétabli partout où s'était exercée sa volonté de maître. Rien ne lui était impossible. Ce qu'il entreprenait, il le réussissait. Chacun des buts vers lequel il marchait d'avance était atteint. Et tout cela avec le calme de celui qui connaît sa puissance et qui sait que rien ne lui résistera. Alors moi, que pourrais-je contre lui? Mais pourquoi et comment me défendre? S'il exigeait ma soumission, ne saurait-il pas m'y contraindre? Et si je m'enfuyais, y aurait-il au monde une retraite qu'il fût incapable de découvrir? Dès la première minute de notre première rencontre, le dénouement était inéluctable, puisqu'il avait décrété qu'il en serait ainsi. Hortense, à quoi pensez-vous? Rien, mon ami. Excusez-moi. Estimez-vous que j'ai rempli la condition essentielle de notre pacte? Oui. Alors me permettez-vous maintenant de m'asseoir près de vous? Non, pas encore. Pourquoi? Auriez-vous oublié la seconde condition? Je ne rendrai les armes
que lorsqu'aura sonné le 8e coup de la 8e heure à l'horloge du château de Halingre. L'horloge du château de Halingre, mon ami, et pas une autre. La première condition est remplie, mais non pas la seconde. C'est vrai. Alors je suis encore libre, affranchie de tout scrupule. Non, Hortense. Comment non? Écoutez. L'horloge de Halingre. Eh oui, Hortense, notre horloge n'est plus dans le château abandonné, mais ici, tout près de nous, derrière ce paravent de Chine. La voici. On dirait un conte de fées. Et maintenant, Hortense, ai-je bien gagné le droit d'être heureux? Après tant d'aventures, la plus adorable de toutes, la nôtre, va-t-elle enfin commencer? Regardez-moi, Oui, Rénine. mon amour. Puisse ce petit dieu Mercure qui nous regarde en souriant nous porter bonheur. À nous aussi. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, Ô Dieu Mercure. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Georges Arnal, réalisation Abder Isker. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Henri Crémieux Pancardi, Simone Valère Hortense, Josette Armina Lucienne et Claire Olivier la vieille dame.